Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission C'est Direct. Régine Deforge sera avec nous en plateau pendant 1 heure. On se retrouve juste après les titres de votre journal présenté par Julie Melcher. Bonjour Julie. Eros au féminin, comment réenchanter l'érotisme, comment suivre, comment vivre, assumer, braver les interdits, comment écrire l'érotisme à l'aube de 2010. Nous ne sommes pas à Paris, mais aujourd'hui à Caen, c'est aussi le printemps, ça sent la merde et le lilas. Parfois des mots trash, parfois des mots crus qui sont toujours suivis d'une certaine douceur et d'une volupté qui laisse libre cours à l'imagination. Je vous propose une émission pleine, charnue, féminine, sensuelle, sans coupure, sans censure, à l'image de son invité. Bonjour Madame Deforge. Bonjour. Nous sommes ravis, bien évidemment, de vous avoir en plateau. Vous êtes venue accompagnée par Alexandra Desté. Bonsoir Alexandra. Vous êtes docteure en littérature française et conférencière à l'Université populaire sur l'érotisme féminin au XXe siècle. Bonjour Monsieur Julien Sandre. Vous êtes écrivain et poète. On va parler de vos écrits, mais également de votre film que vous avez réalisé sur Madame Deforge. Régine, est-ce que je peux me permettre de vous appeler par votre prénom ? Oui, je préfère. Je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Caen ? Non, je suis déjà venue au Mémorial, je suis déjà venue au Salon du Livre, et j'y suis venue pour visiter la ville et surtout aller chez les bouquinistes. Ah bah tiens, les bouquinistes, oui, comment les trouvez-vous, nos bouquinistes à Caen ? Pas mal. Est-ce qu'il y a suffisamment d'écrits et de livres érotiques ? Je ne sais pas vraiment les livres que je cherchais. À l'époque, je travaillais sur Guillaume le Conquérant ou sur Jeanne d'Arc, donc je n'ai pas cherché de texte érotique. Pourquoi Guillaume le Conquérant ? Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Sous le ciel de Novgorod, qui raconte comment Guillaume est arrivé Elle est arrivée avec sa femme et avec l'aide d'une princesse russe qui a été reine de France. Très belle histoire d'amour d'ailleurs liée à Guillaume le Conquérant, puisqu'il a donné de très belles preuves d'amour à sa femme. Tout à fait. À travers les constructions. Alexandra, on a eu une mission pour vous, puisque vous êtes en charge de faire le portrait de Régine, mais également de Julien. Donc Alexandra, c'est à vous. Nous sommes toutes oui. Régine, bonsoir. Je vous ai découverte adolescente, quelques années après la parution de votre roman à succès, La bicyclette bleue. C'est d'abord l'écrivaine éprise d'histoire, à la plume forte, à la fois romanesque et érotique, qui m'a séduite. Ensuite, j'ai découvert un autre livre bien moins connu de vos lecteurs, de vos lectrices, qui est On m'a dit. Alors, c'est un recueil d'entretien, enfin un livre d'entretien, qui m'a fait découvrir une autre facette de vous, celle d'une jeune femme alors en questionnement, d'une éditrice combative qui s'adressait alors à une grande dame de la littérature, Dominique Horry. Alors, à votre tour, vous êtes devenue une grande dame de la littérature, mais insoumise, rebelle, amoureuse, insoumise et également... C'est pas grave. À qui l'on a reproché tour à tour d'être la papesse de l'érotisme, une pornographe, une écrivaine faisant son miel du butin des autres. Mais tout écrivain ne puisse-t-il pas dans le grand chaudron de la littérature pour en renouveler l'expression ? Alors la foudre est tombée sur vous à 3 reprises. Il y a d'abord l'épisode douloureux du cavalier volé, qui est intervenu pendant votre adolescence et qui a fait l'objet d'un livre en 1978. Ensuite, ces poursuites judiciaires qui interviennent à la fin des années 60. Dès la fin des années 60, vous avez été dans le collimateur de la censure. Vous avez été saisi, poursuivi, inculpé, privé de vos droits civiques. Et par la force terrible des choses, votre maison d'édition, lors du temps, a disparu. Mais ensuite, vous avez créé d'autres structures éditoriales. Au moment de La bicyclette bleue également, livre source d'une belle série qui en compte désormais 10 volumes. Et à un moment, néanmoins, vous étiez mieux armé, vous avez été confronté également à un nouveau procès que vous avez gagné. Alors pour le grand public, vous êtes effectivement surtout l'auteur de La bicyclette bleue et de la grande série romanesque.
Ce livre, cependant, n'est que la facette n'est que la partie la plus visible de votre travail d'écrivain. Votre goût de la liberté et des plaisirs de la chair, votre constance dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, le monde des livres et de la littérature, votre combativité en faveur de tout écrivain condamné pour délit de mots trop posés ou de délit de poésie, comme ce fut le cas pour Julien Sandre, font de vous une individualité féminine d'exception. Alors, Julien Sandre, vous faites partie de ces écrivains qui ont été poursuivis justement pour délit de poésie. Votre appartement a été perquisitionné en 1988. Vous aviez envoyé à une revue belge un poème érotique qui a profondément dérangé les pouvoirs en place. Et Régine Deforge alors a pris votre défense et a signé un avant-propos à la splendeur, à votre poème, à la splendeur abandonnée. Alors vous avez également publié Femme selon Chantal Thomas, donc rendant ainsi hommage à une aventurière de la mode. Vous avez publié également un recueil de textes érotiques, Infinité licencieuse. Vous avez rendu également hommage à votre beau pays qui est le pays de Perche. Vous avez de nombreux textes sont parus aussi dans des revues, des magazines littéraires, et vous avez publié tout récemment des textes. En fait, vos textes plutôt ont accompagné un ouvrage publié très récemment, Dimanche à Cuba, de Christian Vallée, avec un prologue de l'écrivain cubain contemporain Eduardo Manet. Alors, vous considérez que la liberté d'expression est l'un des plus grands principes, l'un des grands principes républicains, et que la liberté de l'artiste doit être protégée sans réserve. Merci Alexandra. Donc nous allons développer un petit peu ces deux portraits. Régine, d'après vous, quel est l'ouvrage qui a réellement ouvert l'érotisme au grand public ? Je dirais qu'il y en a eu plusieurs, mais je pense que la publication d'Histoire d'eau en 1954 a été un choc, un révélateur. Ce livre écrit par une femme, dont d'ailleurs on disait que ce n'était pas une femme qui avait pu écrire des choses pareilles, a été quand même quelque chose de très fort. Et au même moment, Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur d'Histoire d'eau, publiait Sade, ce qui a déclenché un très grand procès. Et également au même moment, Losfeld publiait Emmanuel. Il y avait donc tout un courant, tout un climat érotique, un désir de liberté à ce moment-là. Un désir de liberté qui pourtant a été lourdement censuré, lourdement décrié. Comment vous l'expliquez, avec le recul maintenant ? Bref, j'explique, c'est que la liberté, ça dérange toujours. Regardez maintenant ce qui se passe avec les manifestants ouvriers ou étudiants. Il n'y a pas que le pouvoir d'achat dans la vie, il y a aussi la liberté. Non, ça dérangeait. C'est vrai qu'on sortait de plusieurs années de pouvoir gaulliste. Il y avait les mouvements étudiants au quartier latin et dans les grandes villes. Donc il y avait vraiment puis il y avait la guerre du Vietnam. On ne peut pas séparer les événements de 68 de la guerre du Vietnam et des exactions commises là-bas par les Américains. Vous avez été très tôt ouverte sur le monde, vous avez très tôt regardé un petit peu ce qui se passait autour de vous, mais en dehors de nos frontières françaises. Est-ce que ça vous a nourri aussi dans votre combat ? C'est-à-dire, ça m'a montré que il fallait pas voir seulement Midi à sa porte et que partout. Parce que Midi était quand même malgré tout plutôt doré chez nous en France. Oui, par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, mais malgré tout, c'est quand même toujours surprenant de voir des phénomènes de censure, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne ou en Italie. Alors justement, Régine, votre combat, vous avez dit, il y a une chose à laquelle je ne m'habitue pas et surtout à laquelle je ne m'habituerai jamais, c'est que l'on empêche quelqu'un de publier un texte, quel qu'il soit. Alors, pour vous, on peut tout dire ? On peut tout dire. On peut tout dire. Tout est dans la manière de le dire. Je pense aussi qu'il faut savoir à qui l'on s'adresse. Il est évident que quand je publie des livres érotiques, je ne m'adresse pas à des enfants de 5 ans. Je m'adresse à des adultes. Des contes de fées pour adultes. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. La pornographie, c'est l'érotisme des autres. Est-ce qu'on va arriver à mettre des interdits sur les livres, comme c'est fait notamment à la télé ? Ça a commencé par le carré blanc. Maintenant, nous avons des interdits moins 12, moins 16, moins 18. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver sur des livres ? Gros, là, avec la pastille, interdit au moins 18 ans. Non, les lois existent, mais à l'époque où j'étais éditeur, que j'avais la maison d'édition L'Or du Temps, où la plupart des livres étaient interdits,
selon le nombre d'interdictions qu'ils avaient, je mettais des étoiles. Alors un 5 étoiles, vous imaginez ce que c'était? Un 5 étoiles, on le lisait sous la couette quand minuit était passé. Julien Sand, vous avez vous aussi subi la censure, alors qu'on la splendeur abandonnée vous emmène directement au commissariat. Racontez-nous un petit peu comment vous, humainement, en tant qu'homme, vous l'avez écrit, enfin en tant vécu, en tant qu'écrivain. Écoutez, c'est d'abord une formidable surprise. On frappe à votre porte, le temps que vous vous approchez de la porte, elle est défoncée, des gens armés vous plaquent au sol. Juste rappelez-nous, c'était quand? 1988. Oui, c'était hier. Ouais. C'était hier. Alors d'abord, c'est une stupéfaction. C'est-à-dire que d'abord, on ne comprend pas que c'est la police, parce que les gens qui viennent ne sont pas en tenue de policier. Ça, c'est la première chose. Et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une erreur, qu'on me prenait pour quelqu'un d'autre. Et quand j'ai su enfin que c'était la police, ma surprise était toujours la même. Je pensais que c'était encore une erreur. Et en fait, malheureusement, ce n'était pas une erreur. Et ce texte que j'avais en effet adressé à une revue dont le siège était en Belgique et qui d'ailleurs m'avait répondu que le texte était tellement mauvais qu'elle ne le publierait pas, j'avais envoyé ce texte 3 ans auparavant, en 1985. Quand vous l'avez écrit, ce texte, est-ce que justement, à un moment, vous vous êtes dit tiens, est-ce que je ne vais pas déclencher les foudres ou comme vous venez de le dire, comme quand la police est arrivée, vous ne comprenez pas, vous n'y avez jamais pensé? Non, je n'ai pas écrit ce texte avec une intention non, bien de évidemment. déranger, de blesser quiconque, etc. J'ai écrit un texte qui a été d'ailleurs extrêmement douloureux pour moi à écrire. C'est un texte qui fait quelques pages, je crois qu'il y a 5 pages de texte. Pourquoi douloureux? Douloureux parce que ça m'a pris 1 année pour l'écrire. C'est-à-dire que c'est un moment de ma vie où j'avais probablement à m'affranchir moi-même d'un certain nombre de choses et à dépasser certaines de mes limites. Et j'éprouvais le besoin d'écrire ce texte qui m'a fait souffrir. C'était violent et douloureux pour moi. Mais je n'imaginais pas que ça puisse déranger quelqu'un d'autre que moi. D'autant plus que je ne l'ai envoyé qu'une fois et à une seule revue et que cette revue m'avait opposé une fin de non-recevoir. Donc je n'imaginais pas du tout que ce texte un jour serait le prétexte à mon arrestation. Mais en même temps, quand on écrit, vous le dites, c'est pour vous, mais c'est surtout pour les autres. Enfin, j'imagine pour vous, Régine, c'est pareil. Vous écrivez pour que ce soit lu, pour que ce soit partagé. Oui et non. Vous savez, c'est pas si simple d'écrire. Moi, j'écris d'abord pour me prouver que je suis capable d'écrire. Bon, depuis l'affaire du cahier volé, c'est quelque chose. C'est un doute. C'est surprenant, Régine, que d'entendre ces mots de votre bouche, alors que pour beaucoup de gens, vous avez l'image d'une grande écrivain, d'un grand. Et là, vous me dites, j'écris pour me prouver que je suis capable d'écrire, alors qu'on a dévoré vos livres et qu'on s'est dit, mon Dieu, ces écrits sont merveilleux, cette femme est merveilleuse. Voilà, ça me met plein de frissons. Mais c'est beau, c'est merveilleux. Gentil. Mais c'est la vérité, si vous voulez. Pour moi, c'est une victoire chaque fois que je termine un livre. J'éprouve vraiment un grand sentiment de fierté d'avoir réussi à le faire, bon ou mauvais. C'est la et vous question restez constante en plus. Vous démontrez une grande constance au fil des années. C'est pas seulement un livre, c'est toute une série et c'est des œuvres aussi. Oui, mais là, dans le cas de la bicyclette variées. bleue, c'était relativement plus facile puisqu'il s'agissait pour moi de suivre l'histoire de l'occupation en France, ensuite la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la révolution cubaine, si vous voulez. Je pars avec des éléments réels et je jette mes personnages dans ces éléments réels et c'est ça que je trouve, moi, très amusant. Si c'était un ouvrage de pure fiction, il m'est arrivé d'en écrire, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Alors, Julien, avec l'aide d'Annie Mourillon, vous avez réalisé un documentaire sur Madame Deforges. Je vous propose tout de suite d'en regarder un extrait. Quant à la littérature, mise à part quelques publications érotico-commerciales douteuses, elle fait l'objet de l'attention particulière de la censure officielle. Ainsi, Régine Deforges a-t-elle été privée de ses droits civiques en même temps qu'elle voyait interdire 80% des livres qu'elle éditait. En février 1968, je publie mon premier livre d'éditeur, qui était un livre clandestin d'Aragon, qui s'appelle Le Conte d'Irène. Et chez Hachette, puisque c'est donc Hachette qui avait accepté de distribuer ce livre, ah non, mais non, Le Conte d'Irène, on ne peut pas. Ah non, Le Conte d'Irène, on ne peut pas. Appelez ça Irène. Alors déjà, moi, je freine un petit peu... c'était ça ou rien.
Donc, mon premier et unique acte de censure, je l'ai commis avec mon premier livre. J'ai honte, parce que j'aurais dû résister et dire non. Mais j'étais encore trop ignorante d'un certain nombre de choses, donc j'ai accepté. Ça s'est donc appelé Irène, sans nom d'auteur. Ça n'a pas empêché, 48 heures après sa publication, que la police vienne saisir le stock. Et donc, moi, tout d'un coup, je n'ai pas compris. J'ai vécu ça comme avec un grand sentiment de colère, d'injustice. Je me disais, c'est pas possible. Pas en France, pas le pays des droits de l'homme. C'est pas possible qu'on interdise un livre pour ces raisons-là. Alors, je me souviens, j'avais dit des choses à l'époque. Je disais, mais enfin, où est l'obscénité ? Moi, je publie des livres qui peuvent donner envie aux gens de faire l'amour. Tandis que François, c'était le grand hebdo de l'époque, c'est pour ça que je dis François. Mais il y avait, je sais plus, il y avait Le Monde, oui, il y avait Le Monde, forcément, qui existait, tout ça. Ils faisaient leur une sur les massacres du Vietnam, sur des gosses qui étaient brûlés au napalm. Et pour moi, l'obscénité, la pornographie, elle était là. C'est intéressant, Régine. Pour vous, la pornographie, elle réside plus dans la vie de tous les jours, dans l'actualité, que dans l'écrit, hein. Est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'en 68 ? Non, c'est toujours d'actualité, si vous voulez. L'obscénité, c'est la misère dans laquelle vivent les gens. L'obscénité, c'est ce qui se passe à Calais. L'obscénité, c'est ce qui se passe dans les rues de Paris où vous enjambez les gens qui sont couchés à même le trottoir. Tandis qu'un livre qui vous décrit des scènes de plaisir par l'amour, ça ne dérange personne. Et encore faut-il prendre la peine d'ouvrir le livre et de le lire. Tandis que tous ces malheurs qui existent en France et ailleurs, et là, on les subit à travers les médias. Comment ? On les subit à travers les médias. On les subit parce que ces les images. médias ne nous parlent que de ça. Ils ne nous parlent jamais des événements heureux qui peuvent survenir. Si, ils parlent de Régine des fois. Julien, pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée et la volonté justement de faire un documentaire de réaliser un documentaire sur Régine ? Écoutez, alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que, comme vous l'avez compris, donc, Régine de Forges a volé à mon secours quand j'ai eu ces ennuis. Donc, vous en connaissiez 1988, pas du tout. Ah, c'est quand vous avez découvert l'histoire de... Oui, forcément. Régine, la combattante. Ça intolérable. Et donc, Régine m'a proposé de publier ce texte, ainsi qu'un choix, une sorte d'anthologie subjective, comme ça, d'autres auteurs qui ont écrit, eux aussi, des textes érotiques. Donc, j'ai fait la connaissance de Régine de Forges à ce moment-là. Et puis, naturellement, je crois qu'on peut dire qu'une amitié, est née et s'est développée au fil du temps. Et surtout, au fil du temps, je me suis aperçu que Régine de Forges, celle que je voyais, celle que je rencontrais et qui comptait pour moi, n'était pas conforme exactement. En fait, elle n'est conforme à rien, il faut se faire à cette idée, mais elle n'était pas conforme, en tout cas, à l'idée que les médias me semblaient Ça, c'est intéressant. Nous allons en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous. Nous reprenons cette émission juste après votre journal. À tout de suite. De retour sur le plateau de Citizen Télévision, nous sommes toujours avec Madame Régine de Forges, Alexandra Desté et Julien Sandre. L'érotisme Eros au féminin, c'est le thème donc de cette émission. Alors Madame de Forges, Régine, oui. Régine et Julien, nous étions en train de parler justement de cette amitié qui est née entre vous, cette amitié entre un homme et une femme. Comment est-ce que justement la naissance de cette amitié et la vision réelle de Régine vous a fait évoluer dans vos écrits, Julien? Alors ça, je serais incapable de vous répondre, pour être tout à fait franc. Est-ce que ça vous a libéré? Écoutez, en tout cas, Régine de Forges a suscité très tôt mon admiration. Je ne la connaissais pas comme personne, mais en tout cas comme éditeur, évidemment, bien avant de la rencontrer. Et pour moi, elle était en effet la personne qui représente absolument la liberté
d'expression. Donc, elle m'a certainement aidé à oser, et y compris à aider à oser ce texte qui ensuite m'a valu des ennuis. Alors la liberté d'expression, elle est bien évidemment à travers les mots, mais elle est aussi à travers le corps. Nous sommes partis à la rencontre d'Héloïse Salomé. C'est une jeune danseuse qui a épousé avec son corps, avec son âme, mais également, vous allez le voir, avec ses mains, la danse indienne. Regardez. J'ai démarré donc à 17 ans avec Aïcha Tayeb, donc à Douvres la Délivrande. Et puis, ce loisir est devenu, de fil en aiguille, une réelle passion. C'est un style très particulier, donc un style de danse classique du sud de l'Inde. C'est un style de danse très complet. On travaille l'équilibre, la rythmique des yeux, l'expression du visage, donc la rythmique à travers les pieds. Les pieds deviennent instruments de musique, donc on scande le sol tout le long du morceau. À travers le langage codé des mains, on peut retrouver par exemple l'enlacement d'un couple, donc qui va être exprimé de cette façon-là. Donc la fleur qui va représenter la femme et l'abeille qui vient butiner la fleur. La caresse du vent dans les végétaux. Donc on va montrer la caresse de cette façon-là, donc comme des feuilles qui vont tomber légèrement et qui viennent caresser les végétaux, ainsi que donc ce vent qui va venir taquiner les bourgeons de jasmin. Mais dans le texte, c'est vraiment les bourgeons de jasmin qui font l'amour avec cette fameuse brise du printemps. Voilà. Et on montre justement dans la danse la poitrine de cette façon-là. Voilà, la poitrine généreuse, les lèvres charnues, la longue chevelure, que l'on peut tresser aussi, voilà, il y a toute une gestuelle autour de ça. Sublime et très sensuelle, Héloïse Salomé. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve que c'est effectivement la danse indienne qui est la plus sensuelle, mais en même temps, on a besoin de mots et d'explications pour la comprendre. Donc on en revient toujours aux mots. Non, mais elle exprime bien, justement. Moi, ce que j'aime dans les danses indiennes, c'est la lenteur. Justement, donc chaque geste est démultiplié, et ça, je trouve ça à la fois très, très élégant et très érotique. Alors, l'Inde, qui était quand même très, comme vous êtes très ouverte sur le monde, Régine, l'Inde qui était quand même très, très en avance sur nous, Européens. Oui, il suffit d'aller voir les sculptures, d'aller voir les poèmes, le Kama Sutra et différentes choses. Non. Vous avez lu certains écrits hindous Oui, j'en ai publié quelques-uns aussi. Ah, publié aussi? Oui. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que l'on voit également avec vous, Alexandra, justement comment est-ce qu'on peut transmettre, partager l'écriture érotique au XXe siècle. On avait avec le combat de Régine, comment en 65, 68, il a fallu se battre, il a fallu vraiment même combattre pour arriver à publier. Et puis, donc vous, c'est un petit peu le thème de vos recherches. Comment aujourd'hui... Comment c'est perçu? Comment on peut le vivre et le partager, cet érotisme au XXe siècle féminin? Écoutez, je pensais surtout poser une question à ce sujet à Régine avant de vous répondre, puisque je me demandais en tant qu'auteur, il n'est pas facile de partir à la conquête des mots de l'érotisme, à la conquête des mots du sexe. Et
je me demandais quels étaient les obstacles en tant qu'écrivaine, je vais oser la féminisation, en tant qu'écrivaine, à quels obstacles vous avez été confrontée dans votre rapport à l'écriture érotique ? Est-ce que vous avez eu le sentiment, je pense notamment au conte pervers ou à l'orage, est-ce que vous avez eu le sentiment de mettre en scène, de dévoiler des choses que les femmes n'avaient pas forcément osé dévoiler avant vous ? Voilà. Non, je n'ai eu aucun obstacle. Quand j'écris un texte érotique, je cherche d'abord à me troubler moi-même, et me troublant, à troubler le lecteur. Quand j'écris des livres pour enfants, j'ai 7 ans, par exemple. Donc j'emploie un vocabulaire qu'un enfant de 7 ans peut comprendre. Non, je n'ai pas été... Ce que j'aime dans les littératures érotiques contemporaines, c'est qu'elles ne se payent pas de mots. On appelle un chat, et que les choses sont dites avec une verdeur, une santé. Et c'est le cas de la plupart des femmes qui écrivent actuellement de la littérature érotique, qui d'ailleurs sont en ce moment beaucoup plus nombreuses que les hommes. Je suis assez d'accord, mais dans le même temps, je trouve que dans la littérature érotique féminine actuelle, il y a effectivement de la verdeur, les femmes osent parler du sexe, mais dans le même temps, je trouve qu'il y a des traces du discours amoureux qui persistent. Alors, à un degré plus ou moins important. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse aussi de l'érotisme littéraire féminin. C'est que pendant longtemps, les deux registres, le registre sentimental et le registre érotique, se confrontaient l'un à l'autre. Souvent, le registre sentimental est une façon de s'opposer à la gauloiserie des hommes, à une décontraction excessive des mœurs et du langage. Et il semblerait que les femmes aient concilié discours amoureux et discours érotique. Par exemple, dans Histoire d'eau, la femme se sert des ressources de l'érotisme masculin pour conquérir l'être aimé. Mais est-ce que tout simplement les femmes n'ont pas concilié maintenant leur sexualité avec l'air du temps ? Enfin, le corps n'a plus de tabou. Ah oui, il est complètement démythifié, ce qui est peut-être un petit peu dommage d'ailleurs, d'une certaine façon. On va y revenir, Régine. Je voudrais vous emmener à la découverte de Sandy Cloupeau, où l'art de faire l'esthétisme avec des sexes mélangés avec... Bref, regardez. J'ai commencé à représenter des sexes quand j'ai commencé à travailler sur le motif. Donc j'essayais de mettre en avant justement cette analogie entre le végétal qu'on retrouve donc dans tous les motifs et donc l'organique toujours. Là, je me suis inspirée d'une fleur de glycine. Après, il y a aussi, donc glycine. Voilà, il y avait un jeu de mots qui était grossier mais assez drôle. Du coup, à partir de cette fleur, j'ai essayé d'imaginer des sexes qui viendraient se rencontrer et donc reformer justement une fleur de glycine. Un des points fondamentaux de mon travail, c'est une sorte d'esthétisme, quelque chose de très léché, très... Du coup, forcément, on retrouve de la sensualité, de la séduction. Ce que moi, je palpe pas forcément dans la réalisation de mes motifs, puisque l'axe premier, c'était justement cette analogie entre le végétal et le corps. J'ai travaillé à la fois sur des papiers peints, sur des tissus, sur des assiettes, où justement on s'attend à voir des petites fleurs. On est conditionné justement à voir ces petites fleurs. Et donc c'est ce que j'essaye de travailler, de pas choquer les gens, mais de créer justement une sorte de blague, quoi, finalement, ou un deuxième coup d'œil. Je suis une jeune femme, donc du coup j'ai toujours vécu dans cette liberté. Jamais j'ai senti un tabou pour dessiner un sexe sur un papier. J'ai
j'ai même jamais réfléchi au fait est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que j'ai le droit ou pas, ça me semblait tout à fait normal et naturel. Avec Sandy Cloupeau, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière la feuille. Une très très belle artiste. Est-ce que Régine et Julien, est-ce que vous êtes sensibles justement à cette façon de transmettre l'érotisme? Là, on n'a pas les mots, on a juste le dessin. Est-ce que ça vous parle? Ah, le dessin, oui. La photo, non. Je n'aime pas les photos porno. Non. Là, ce qu'on vient de voir de Sandy, hein, le travail de Sandy, de cette jeune femme. Elle en parle très bien. Elle en parle très bien et on voit très bien dans certains détails, justement, son obsession, soit pour les sexes féminins, soit pour les sexes masculins. Mais toujours avec ce souci d'esthétisme. Oui, un petit peu oui, comme, tout à fait. comme vous, quand vous écrivez, avec ce souci de laisser le lecteur... il faut beaucoup de non-dits en littérature. Oui. Moi, je suis pour le non-dit. Il faut amener le lecteur à lire entre les lignes et à ce qu'il croit que vous avez écrit telle ou telle chose alors que vous ne l'avez pas écrit du tout, mais vous avez tout fait pour le lui suggérer. Vous et on retrouve un petit peu, absolument, on retrouve un petit peu ça dans le travail de cette jeune artiste, c'est-à-dire que finalement ce qu'elle a l'air de faire n'est pas ce qu'elle fait en réalité. Donc c'est le caractère subversif. On voit d'abord des fleurs et c'est simplement en y regardant plus attentivement qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'autre chose. C'est ce qui l'intéresse d'ailleurs. La force de subversion, elle est là. Je crois. Et vous savez qu'il y a même un hôtel ici dans notre région qui a tapissé toute une chambre avec les dessins de Sandy. Mais en connaissance de cause ou non? Oui, en connaissance de cause. Donc c'est bien, c'est une vraie ouverture. Les gens qui occupent cette chambre, est-ce qu'ils font plus de galipettes que les autres? Mettre une petite caméra Vous devriez. dans la chambre. On va rester à la découverte justement de ces jeunes artistes cannés. Alors là, nous allons partir à la découverte de Léa Lebricomte. C'est une jeune étudiante à l'école des Beaux-Arts de Caen. Elle exprime son art entre désir et répulsion. Le corps, le sexe, la sensualité n'ont aucun tabou pour elle. Mais vous allez voir, on peut dire que ce sont des sex-cargos. Regardez. J'ai fait des premières photographies où j'avais des escargots sur le visage. Et ensuite, le mouvement m'a vraiment fascinée, le mouvement et puis la bave, la sécrétion qui lentement recouvrait mon visage. Donc en fait, j'ai fait une vidéo avec un corps nu plutôt androgyne, avec un cadrage de paysage en fait, où les escargots évoluent sur le corps en laissant des traces luisantes. L'érotisme naît un petit peu de cette transgression des codes et du fait qu'on ne sait pas exactement où on se situe, dans quel type d'image on est. Et j'aime beaucoup être sur cette brèche en fait entre le désir et la répulsion. Je voudrais parler aussi de l'intime, mais d'une façon qui n'est pas vulgaire, essayer de vraiment proposer autre chose que toutes ces images de corps marchandises. En fait, en tant que jeune artiste, je considère pas que mon travail tient des propos féministes, puisque notre génération a complètement digéré toute cette contestation et puis le rapport au corps. Enfin, on est totalement libéré de tous ces carcans et donc je peux vraiment développer un univers fictionnel autour du corps et de la féminité. Léa le dit très bien, Régine, elle a 20 ans tout au plus et elle est totalement libérée des carcans, ça y est, c'est fini. Est-ce que vous vous sentez un petit peu la maman de ces jeunes filles ?
Oh non, pas du tout. Pas du tout. Chacun doit mener son chemin comme il le peut, comme il le veut. Vous l'avez pas un peu tracé, ce chemin? Ah bah si je l'ai tracé toute seule, j'ai tracé pour moi. Si d'autres se sont engouffrés et s'y sont trouvés bien, j'en suis Vous ravie. savez qu'il y a beaucoup de Non, mais je femmes le qui sais parce se qu'on sont me l'écrit, engouffrées. parce qu'on me le dit, mais j'aime pas trop qu'on me le dise, j'aime pas trop qu'on me l'écrive, parce que ce n'était pas mon propos, si vous voulez. Mon propos, c'était d'exister en tant que personne. Donc, j'existais par les moyens que j'avais à m'apporter. Aujourd'hui, quand vous voyez justement, bien sûr ma question est pour vous, Julien, aussi, quand vous voyez ces jeunes filles alors totalement libérées de leur corps, de leur sexualité, de leur sensualité, est-ce que ça vous donne envie d'écrire différemment? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout, pas un seul instant. Non, vous savez, écrire différemment, pour moi, ce serait une forme de prostitution. Moi, j'écris à partir de moi-même, à partir de ce que je sens, à partir de ce que je sais. Mais je n'écris pas ni pour donner des leçons, ni pour servir de modèle. J'écris parce que j'ai envie de raconter quelque chose. Vous ne pensez pas au lecteur lorsque vous écrivez? Ah, pas du tout. Ah, mais pas du tout, du tout, du tout. Je Par dis contre, toujours qu'est-ce qu'on que pense à vous quand on vous lit? Eh ben, bravo, continuez, merci. Justement, Alexandra, peut-être une autre question? Oui, en tant qu'éditrice, je me suis demandé, parce que vous avez édité des livres relevant d'un érotisme noir, cruel, où le corps des femmes était particulièrement malmené. Je pense à l'anglais décrit dans Le Château fermé de Mandiargue, par exemple. Est-ce que parfois votre défense de la liberté d'expression, votre envie de publier intégralement des œuvres érotiques ne s'est pas heurtée à une réticence en tant que femme, en découvrant cette mise en scène particulièrement sévère à l'égard des femmes? Est-ce que parfois ça vous a pas freiné, dérangé? Ça m'a dérangé, mais bon, moi, la littérature n'est intéressante que si elle dérange. Alors, ça m'a dérangé, oui, profondément. J'ai éprouvé du dégoût. Vous parlez du livre de Mandiargue, l'anglais décrit dans Le Château fermé, il y a des scènes atroces. Ah oui, la pauvre Michette qui se retrouve dans un aquarium à moitié dévoré par des poulpes. Oui, mais dans La transparence de Julien Saguet, dans La mort propagande d'Hervé Guibert, ce sont des textes que j'ai lus au bord de la nausée. Mais dans chacun de ces textes, il y avait une qualité littéraire qui était telle que je me disais, mais il faut que ces textes existent et que tu ne sois pas la seule lectrice. Et si je ne les avais pas publiés à l'époque, personne d'autre ne les aurait publiés. Donc, j'ai eu cette démarche. Régine, vous êtes donc battue contre la censure avec l'arrivée d'Internet. Oh bah bon, moi, je ne sais pas très bien me servir d'Internet. Non, mais alors là, parce qu'on n'a plus aucune censure avec Internet. Non, ne dites pas aucune. Vous savez, il faut toujours faire très attention. Comme je vous le disais tout à l'heure, les lois de répression existent. Et que ni la droite ni la gauche n'ont jamais voulu les abolir. À droite comme à gauche, on m'a toujours répondu, écoutez, pour l'instant, on ne s'en sert pas, mais ça peut toujours servir. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Alors, oui, Julien ? Non, pardon, je voulais dire aussi qu'il y a, je crois, une autre forme de censure aujourd'hui. Peut-être qu'elle est un peu moins frontale, elle est beaucoup plus insidieuse. Mais je crois que d'une certaine manière, ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est bien une forme de censure. Et sur Internet, on le retrouve aussi. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression que chacun se censure plus ou moins. Donc la censure officielle a moins de travail. Mais est-ce que c'est pas dû à l'éducation, à la religion Non, aussi ? absolument pas. Absolument Pour pas. vous, non, Régine ? Non, l'autocensure, elle est innée. C'est la peur du gendarme, c'est la peur de la société, c'est la peur des conséquences que ça peut avoir dans son travail ou dans sa vie de famille. Et l'autocensure, c'est quelque chose d'absolument redoutable. Il y a encore beaucoup d'artistes, d'écrivains qui sont dans ce schéma-là. Écoutez, il y en a beaucoup. Pierre Desproges, par exemple, les sketchs de Pierre Desproges, oui. La majorité ne serait pas montrable aujourd'hui. Il serait interdit. Coluche, ce serait interdit. Donc vous voyez, à chaque époque a son degré de tolérance. Et en ce moment, je ne dis pas qu'on c'est un degré zéro, mais on tend vers le zéro. Ah, vous pensez qu'on régresse, en fait ? Vous pensez qu'on repart, là, en 2010, qu'on repart vers les années... oui, mais en même temps, c'est très sournois, c'est très, très, très hypocrite. Vous avez des journaux, Voici, Gala, X ou Y, je ne sais pas, je les connais pas tous, qui vous présentent la vie privée des hommes politiques, des comédiens, des comédiennes, quelquefois dans des situations absolument
épouvantable, si vous voulez, ou dramatique. C'est comme cette fille qui est morte d'un cancer de l'utérus, qui s'est fait filmer en train de mourir. Il y a quand même des gens pour regarder ça. Il y a quand même des gens qui ont des caméras, qui sont là pour filmer. Là, on est dans l'obscénité la plus totale, et dans le voyeurisme le plus total. Et puis ça apporte rien. Ça apporte rien, ça apporte une émotion, un frisson, à un moment donné, à celui qui le regarde. Vous savez, je crois qu'on est tous à la recherche de frissons inédits, et donc certains les trouvent là-dedans. Mais dans le même temps, pendant qu'il se passe ce que Régine vient de dire, on peut observer que le dernier livre d'Alain Robbe-Grillet, par exemple, a été publié sous blister. Il fallait un cutter pour l'ouvrir. Il fallait ensuite pour découper pas qu'on lise les pages, dans les bibliothèques, et dans les librairies. Ou dans les librairies. Et vous vous souvenez peut-être de cette avant-dernière, on va dire, histoire de censure. Il s'agissait d'un roman qui s'appelle toujours Rose Bonbon, Rose Bonbon, bien sûr. qui était vendu lui aussi sous blister, et qu'avec la mention interdit aux moins de 18 ans, et qui était mis en haut dans les librairies. Et quand on l'achetait, ce livre, je vous assure qu'on était fusillé du regard par la caissière, le libraire, etc. C'était extrêmement... Et ça, c'est là, c'est en ce moment. Alain Robbe-Grillet a publié toute sa vie ses livres sans blister. On attend que ce monsieur ait 80 ans, aujourd'hui il nous a quittés, pour mettre son dernier livre dans le commerce sous film, et il faut déchirer les pages. Bon, quelque chose. C'est pas une stratégie de l'éditeur aussi pour attirer le lecteur? La censure attise aussi quelque part. Est-ce que c'est pas une façon de créer artificiellement l'interdit pour inviter le lecteur à transgresser? Dans du commercial là, vous pensez, Alexandra? Peut-être, c'est une hypothèse. Je ne suis pas sûr. Je crois que une interprétation aussi. C'est la peur de la censure de la part de l'éditeur. Régine, c'est le printemps, il fait beau. Pour vous, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est plusieurs choses. L'amour, c'est d'être bien avec une personne, la personne que l'on aime au moment où on l'aime. C'est d'accepter beaucoup de choses. C'est d'être heureux de se réveiller à ses côtés le matin. C'est de boire un tilleul menthe le soir avant de se coucher. C'est d'aimer des choses en commun. C'est d'aimer Paris. C'est d'aimer des livres. C'est d'aimer des gens. C'est pas forcément le sexe. Ah, ce n'est pas forcément le sexe. Si le sexe est là en plus, il contribue justement, bien sûr qu'il il doit même. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Puis on n'est pas toujours dans le désir sexuel. Julien Sandre, pour vous, c'est quoi l'amour? Régine, parlez dans votre micro. Non, mais je suis assez d'accord avec Régine. L'amour, c'est une chose, le désir, c'est éventuellement une autre chose, et les deux ne sont pas toujours concomitants. C'est pas toujours très grave. Je crois que l'amour, c'est en effet, ça a quelque chose d'évident. C'est être bien avec quelqu'un, et je crois que c'est l'une des plus grandes richesses. Ça n'arrive pas forcément souvent dans la vie, mais ça vaut la peine, évidemment, de l'espérer, de l'attendre, et surtout d'aller vers. Voilà. Avec curiosité et sans a priori. Sans point de vue moral, arrêtez. Être curieux. Voilà, soyez curieux. C'était votre C'est Direct Eros au féminin. Merci Régine, merci Julien, merci Alexandra. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, vous avez rendez-vous avec Céline pour un C'est Direct Culture. On se retrouve mardi prochain. Belle soirée à tous.